il y a une chasse aux migrants et aux travailleurs noirs africains. Plusieurs villes sud-africaines sont bloquées. Les manifestants avaient donné jusqu'au 30 juin aux étrangers pour fermer leurs boutiques et quitter leur pays. Plusieurs pays ont fait rapatrier leurs ressortissants. Plus de 25 000 Africains ont fui l'Afrique du Sud, laissant derrière eux leurs biens et leurs investissements. Je rappelle qu'au moins 5 personnes ont été tuées dans des violences depuis le début des manifestations en avril. Ils ne chassent pas uniquement les personnes en situation irrégulière, non. Même les personnes en règle sont expulsées de leur travail et de leur domicile. Par exemple, certains Congolais en règle ont tout perdu malgré leur statut. D'autres nationalités africaines qui employaient des Sud-Africains ont été frappés puis chassés. Ce sont des Noirs sud-africains qui s'en prennent à d'autres Noirs en les rejetant parce qu'ils considèrent que les migrants africains deviennent des concurrents directs dans un pays où le chômage reste massif. La concurrence pour les emplois rares alimente chaque jour la haine. La pauvreté extrême et les inégalités persistantes transforment la survie en guerre entre pauvres. La pression sur les services publics rend l'étranger responsable de tous les manques. Il y a même la perception que les étrangers augmentent la criminalité. Les crises économiques maintiennent la société sous tension permanente. Et le gouvernement sud-africain ne fait rien. Il laisse la xénophobie se développer car combattre réellement ce fléau n'est pas rentable politiquement. Les migrants servent d'exutoire utile. Ils détournent la rage populaire des vrais responsables. Maintenir une certaine instabilité permet de justifier l'inaction et de présenter un statu quo profitable à une élite. Attentat terreau à Monaco. Hier soir, l'oligarque ukrainien Vadim, ainsi que sa femme et son fils, ont été visés par un attentat à l'explosif. Le terreau avait tout préparé. Il a déposé un colis piégé, surveillé les déplacements de sa cible et attendu l'arrivée de la famille avant d'activer l'explosif. C'est étonnant que les médias français ne fassent pas autant de bruit sur cette affaire. Il y a peu de débats et d'accusations, alors qu'un lien avec les services de renseignement ukrainiens serait évoqué. Le refus de l'oligarque ukrainien Vadim de participer au vaste système de corruption racket institutionnalisé autour de Zelensky semble être le vrai motif de cet attentat. C'est un système de corruption d'État déguisé en patriotisme de guerre. Vadim n'est pas un saint, mais il a refusé d'être totalement intégré à cette machine et ce refus en a fait une cible. Il avait déjà renoncé à sa nationalité ukrainienne en 2019 et vivait largement à l'étranger. Officiellement, il est sous sanction de Kiev pour collaboration économique avec la Russie. Mais aucune preuve publique convaincante n'a été présentée de manière transparente pour justifier ces sanctions. Si cet attentat avait été attribué à un Russe, on nous aurait submergé de gros titres et de débats en continu. Le président Macron serait probablement déjà intervenu publiquement. Et je me pose la question, comment les médias français vont-ils traiter cet attentat à Monaco? Monaco est un État souverain et indépendant, mais placé sous la protection de la France selon le traité d'amitié et de coopération de 2002. En cas de menace, la France est censée intervenir et condamner. Mais elle va condamner qui? L'Ukraine? Ou bien l'affaire sera tout simplement oubliée? La France a importé plus de gaz russe que tout autre pays européen au premier trimestre 2026. Et cette tendance s'est encore accentuée au deuxième trimestre. Rien qu'en avril, les recettes liées au GNL russe ont bondi de 25%, atteignant 58 millions d'euros par jour encaissés par la Russie. Par ailleurs, 55% des cargaisons de GNL russe arrivées en avril 2026 ont été déchargées dans des États membres de l'Union européenne qui promettent depuis 4 ans de mettre l'économie russe à genoux. La France reste parmi les plus gros importateurs européens de titane russe et a également battu des records d'importation. Le titane, c'est une matière première essentielle pour l'industrie aéronautique, notamment pour Airbus, Safran, les moteurs et les structures d'avions. L'Union européenne continue d'importer massivement plusieurs matières premières stratégiques en provenance de Russie. L'uranium russe n'est toujours pas interdit par l'Union européenne. La France reste le plus gros importateur européen d'uranium enrichi russe via des contrats historiques entre Orano, EDF, Rosatom, Tenex. L'uranium passe souvent par la Russie pour être transformé puis arrive en France. En gros, ils sanctionnent la Russie. Ils moralisent la planète, surtout les Africains. Mais ils payent encore des milliards d'euros à la Russie.
On écoute. Parce que les Iraniens veulent que ce protocole d'accord, ce mémorandum, appelez-le comme vous voulez, eh bien, il se manifeste concrètement par quoi? Par une première concession et qui soit la plus douloureuse possible pour les Américains. Cette administration américaine, pour qu'elle prouve par cette concession douloureuse, qu'elle est sérieuse. Et ça veut dire effectivement d'abord de l'argent et pas mal d'argent. Une importante délégation émirati s'est rendue en Iran. Ce même Iran qui a abreuvé les Émiratis de drones et de missiles pour discuter de choses et d'autres. Donc on s'imagine bien que parmi les dossiers au menu, il y avait aussi des questions d'argent. Déjà donné de 20, voilà, on parle d'une somme de 20 milliards de dollars qui aurait été convenue en échange d'un arrêt des attaques iraniennes contre les Émirats arabes unis. Ils ont acheté la paix. Ils ont acheté la paix. C'est-à-dire ils ont versé 3 milliards de dollars, apparemment selon ce qu'on dit. Déjà débloqués. De sources à Reuters pour les donner au Pasdaran, ou en tout cas au régime iranien, sur la base de cet accord de cash for calm. C'est une cash for calm, voilà, c'est ça, du cash en échange de la paix. Oui, effectivement, et de toute façon, en fait, les Iraniens ne libéreront pas le détroit d'Ormuz gratuitement. Ouais. C'est ça qui se joue. Si les Américains veulent, et c'est visiblement ce que veut Donald Trump, pouvoir ouvrir le détroit d'Ormuz le plus vite possible au regard des conséquences économiques que ça a, il faudra que Donald Trump passe à la caisse. Les États-Unis ont perdu toute crédibilité dans la région. Cet accord ramène tout au statu quo et n'atteint aucun des objectifs déclarés de la guerre. C'est un accord merdique pour l'entité, eux-mêmes ils le disent. Les Américains se vantent d'avoir l'armée la plus puissante du monde. Les systèmes de défense les plus avancés, les armes les plus puissantes de la planète et disposent même de plus de 800 bases militaires reparties à travers le globe. Le CENTCOM est considéré comme le commandement le plus influent, le plus puissant et le plus stratégique de leur dispositif militaire. Mais avec tout cela, ils ont été incapables d'assurer la sécurité des pays du Golfe qui abritent pourtant des bases militaires américaines sur leur sol avec tout type de matériel militaire américain. Ils vont tous payer l'Iran en cash. Dans cette guerre, ils ont réalisé qu'il est impossible de faire plier Téhéran. Donc la meilleure option serait de négocier sérieusement, voire de cesser toute collaboration avec les États-Unis et de fermer certaines bases, plutôt que de risquer de perdre ce qui a été construit en moins de 50 ans. Trump se retrouve dos au mur. Ces menaces de bombardement n'impressionnent que ceux qui n'ont aucune lecture stratégique de la guerre et qui réagissent par émotion. Dès le 28 février, il était déjà clair que cette guerre risquait de devenir un échec majeur. Et les conséquences vont se faire sentir durablement, même dans un potentiel affrontement entre la Chine et les États-Unis. Et regardez, la population iranienne est actuellement dans les rues, scandant qu'il faudra d'abord accepter les conditions posées par leurs dirigeants. Et c'est ce peuple que les médias occidentaux voulaient manipuler. Quelle honte. Écoute. Je pense que le Sénégal va gagner, je le souhaite en tout cas comme tous les Sénégalais. Et dans tous les cas, ce n'est qu'un match de football, mais pour avoir une lecture politique de ce match, quel que soit le vainqueur, c'est l'Afrique qui aura battu l'Afrique. Et ça me ramène à une des questions dans les relations entre la France et le... C'est pas une question, mais c'est une réflexion dans les relations entre la France et l'Afrique. Rien qu'à voir la configuration de l'équipe nationale française nous ramène à comprendre où se trouve le besoin en réalité. Et le message que je lance toujours aux Africains, c'est que si on sait connaître notre valeur et l'assumer, nous avons la ressource naturelle, nous avons la ressource humaine avec une démographie assez galopante, une population essentiellement jeune. Nous avons le positionnement. Si nous savons reconnaître notre propre valeur, je pense que l'échelle des besoins ne se situe pas là où on pense. Et ça ramènera le débat sur l'immigration, ça ramènera le débat sur tout un tas de problématiques qui peuvent exister entre nous. Mais l'Afrique produit des athlètes exceptionnels, mais une partie de ce potentiel s'exprime sous d'autres drapeaux. L'Afrique n'est pas un continent de besoins passifs, mais le fournisseur stratégique dont l'Occident a besoin. Les ressources naturelles, les minerais critiques, le pétrole, le gaz, les terres arables, la main-d'œuvre jeune face au vieillissement démographique européen, la position géostratégique sur les routes maritimes, le Sahel, etc. Ils ont besoin de nous. L'Afrique doit connaître sa valeur et l'assumer, c'est-à-dire arrêter de se percevoir comme mendiante et négocier en position de force. L'Afrique est un continent d'avenir. Nous sommes le pivot du monde multipolaire. L'Afrique n'est plus l'arrière-cour de l'Europe, ça c'est terminé. Elle est courtisée par toutes les puissances, et c'est factuel. Le président Sonko déclare que l'Afrique bat l'Afrique sur le terrain. C'est une belle ironie, une punchline.
mais l'Afrique qui se bat pour elle-même. En assumant sa valeur, gagnera le vrai match du 21e siècle, celui du développement souverain au cœur même du monde multipolaire. Il faut travailler dur pour ça, parce que si nous doutons, nous avons déjà perdu la partie qui se joue actuellement dans le monde. Et je vous le dis, les cartes sont rebattues. Entre nous les Africains, voilà ce qui se passe. Entre nous les Africains, les hommes noirs, en Afrique du Sud, rappelez-vous qu'il y a deux types de races. Il y a les blancs et les noirs. Mais entre nous les Africains, voilà ce qui se passe. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup parmi nous. C'est vrai, beaucoup n'ont pas été à l'école, mais l'intelligence là, vous avez mis ça où? La dignité, vous avez mis ça où? Parce que la plupart de ces gens qui se prennent comme des leaders, qui sont à la tête de cette xénophobie là actuellement, ce sont des gens qui sont manipulés par l'Occident. Les gens qui sont payés, leurs enfants ont été promis pour un avenir meilleur en Occident. Donc ils sont venus là, ils sont là pour convaincre la population, pour massacrer les étrangers. Et on voit ça comme quelque chose de très facile. Et le président, pour essayer d'être hypocrite, fait semblant de mettre au calme, mais en soutenant ce qui se passe. En soutenant ce qui se passe, jusqu'à ce qu'il donne des gardes de l'armée au chef des manifestants pour le sécuriser. Vous voyez ce qui se passe, vraiment, la famille. Ça fait pitié, l'Afrique, ça fait vraiment pitié. Mais ce qui est sûr, ça va coûte arriver. L'Afrique va s'en sortir. Et tous ces mécréants, tous ces vendus seront pris dans leur propre piège. Voilà.